Bonjour, bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquence Médiévale. Alors c'est la seconde fois qu'on fait ça, Fréquence Médiévale, donc l'émission de web radio d'histoire et images médiévales. On est allé visiter pour vous une exposition cette fois, l'année dernière c'était à Troyes par rapport aux Cisterciens, et là cette fois c'est à Paris, c'est à la Tour Jean sans Peur, donc superbe lieu médiéval à Paris qui organise régulièrement des expos, et cette fois c'est une expo consacrée à la mode au Moyen-Âge. Voilà. Et donc on est avec la commissaire de l'expo, Nadège Gaufre-Fayol. Bonjour, merci de nous accueillir, de nous faire cette visite privée donc pour Histoire et Images médiévales. Est-ce que vous voulez d'abord vous présenter, si ça vous embête pas? Alors, je suis commissaire de l'exposition, je suis une spécialiste du vêtement médiéval et de l'artisanat lié aux vêtements. Et ma particularité, c'est surtout d'étudier les comptabilités médiévales. Je ne suis pas du tout iconographe, mais plus particulièrement les comptabilités savoyardes. Et je travaille comme indépendante pour des musées, d'autres choses comme ça. D'accord, donc merci. Donc là, c'est vous qui avez organisé cette super... Alors l'expo, là on est dans la salle de l'expo, dans une des deux salles. Elle est absolument superbe parce que non seulement vous allez avoir de beaux panneaux explicatifs extrêmement pédagogiques, mais aussi il y a des organisations, enfin des tentatives de reconstitution de vêtements. On est devant plusieurs, j'en compte au moins quasiment une dizaine, et à chaque fois ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils sont, et très bien fait, c'est qu'ils sont sourcés. On a la source en fait généralement iconographique juste à côté du vêtement. Notamment là, par exemple, on a deux vêtements du 14e, 15e siècle, plutôt du 15e en l'occurrence, avec donc juste à côté l'enluminure en fait. Donc on mettra justement l'image sur le site. Alors très rapidement, parce qu'évidemment la mode au Moyen-Âge c'est un sujet extrêmement vaste que vous avez très bien synthétisé. On va essayer de voir un peu les différents aspects de ce sujet-là. Pour commencer, et vous le dites bien dans le catalogue de l'expo, la mode en gros jusqu'au XIe siècle, en gros de l'époque mérovingienne jusqu'au XIe, XIIe siècle, ça ne change pas des masses. Non, on est sur une mode avec des vêtements très lâches. Donc on passe XIe siècle, on a des hommes qui n'ont plus de vêtements longs comme dans l'Antiquité, qui sont parfois en vêtements de pièces avec des jambières, une petite cotte, donc une petite robe tunique par-dessus assez courte, et des femmes qui ont de très longues robes qui cachent les pieds, qui cachent les bras. Et on va jusqu'au début du XIVe siècle avec ces vêtements lâches qui qui cachent les corps. On a par contre au XIIIe siècle une mise en avant des avant-bras, des galbes des avant-bras. Donc l'ajustement se fait uniquement sur ces parties du corps, et on peut même parler de vêtements unisexes parce qu'une cotte masculine ou une cotte féminine n'est pas très différente dans sa composition de patronage. Alors au XIIIe siècle, on va avancer un peu dans l'expo, donc au XIIIe siècle par contre il y a donc cette espèce de création dans la mode qui commence, qui va aboutir au XVe siècle aux grandes modes princières. Là on est dans une espèce de foisonnement vestimentaire, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi d'un coup vous avez cette espèce de création dans les vêtements? Est-ce qu'on sait pourquoi il y a eu cette espèce de phénomène? Je dirais qu'on ne sait encore pas pourquoi. On saura sans doute quand on va découvrir de nouvelles sources, des choses comme ça. Là, pour l'instant, on observe à la fois sur l'iconographie et on observe aussi dans les sources écrites, que ce soit des chroniques, des comptabilités, parce qu'on commence à avoir beaucoup de comptabilités au XIVe siècle. Donc, on a aussi une meilleure idée du vêtement parce qu'on a tous ces écrits qui sont beaucoup plus abondants au XIVe siècle. Donc, pour l'instant, on observe, et petit à petit, quand on aura différentes études sur des régions différentes, je pense qu'on pourra faire des synthèses. Pour l'instant, on est un petit peu dans l'expectative. Parce qu'il faut bien comprendre en fait que c'est un sujet, ce vêtement, le vêtement au Moyen-Âge, la mode au Moyen-Âge, c'est pas un sujet qui était énormément étudié non plus. C'est un sujet qui était, et d'ailleurs vous dédicacez l'exposition à Françoise Piponnier, donc qui était une historienne qui a été une des pionnières de ce renouveau d'études par rapport à la mode médiévale, et c'est quelque chose, elle a commencé dans à la fin des années 60, je crois. Donc, oui, fin des années 60, en étudiant spécifiquement une cour, et en étudiant non plus la forme, mais en s'intéressant à l'ensemble du fait sociologique et économique du vêtement, c'est-à-dire à qui on l'achète, combien ça coûte, quels sont les artisans qui travaillent,
travail. Et donc on a un aspect beaucoup plus concret, beaucoup plus quotidien du vêtement. Donc ça a été son apport très très important à l'histoire du costume. Alors justement, parce que là on est face à, donc on s'avance un peu dans l'expo, on est face à deux mannequins avec des vêtements, donc 15e dont je parlais tout à l'heure, donc à la fois un vêtement féminin et un vêtement masculin. D'ailleurs vous dites ça permet un peu de remettre un peu en place certains faits établis, certains préjugés. Vous dites que les hommes, notamment les hommes de cour, les aristocrates, dépensent autant, voire plus que les femmes dans les vêtements. Ils dépensent beaucoup plus parce que le vêtement pour ces personnes-là, c'est vraiment asseoir son pouvoir et la représentation, être en représentation devant les autres cours. Et c'est vrai que quand on fait des études statistiques quand on a la possibilité d'avoir année après année les comptabilités princières, on se rend compte que les vêtements féminins sont beaucoup moins importants, beaucoup moins décorés. Après, c'est toujours pareil, quand on a un événement particulier, on va avoir un faste particulier, mais les vêtements masculins sont beaucoup plus souvent réassortis dans la garde-robe. Donc les dépenses, il y a vraiment une dichotomie forte entre les dépenses masculines et féminines. Ouais, là, on va peut-être traverser, on va un peu traverser l'expo parce qu'il y a un vêtement, enfin il y a un très beau mannequin où on voit au fond donc le vêtement porté par un duc de Bourgogne. Alors on est dans la tour Jean sans peur, mais c'est pas Jean sans peur qui a représenté. Là, c'est Philippe le Bon, si j'ai bonne souvenance. Voilà, c'est Philippe le Bon avec en effet un vêtement magnifique. Est-ce que vous pouvez juste le décrire très rapidement Alors c'est un vêtement, un vêtement d'apparat parce que déjà il est long. On est à une époque où on a des vêtements courts. Là, on a une houppelande, c'est le vêtement de dessus. Dessous, on a un pourpoint, c'est le vêtement qui est très près du corps, qui s'arrête à mi-cuisse, même mi-fesse, avec des chausses. Et donc, on a cette superposition. On a des épaules très très larges parce qu'au 15e, on va magnifier l'épaule, alors qu'au 14e siècle, on magnifiait le torse de l'homme. Et surtout, on est en noir. Et c'est une couleur qui va devenir une couleur de mode. Parce qu'au 14e siècle, le noir va s'installer comme couleur du deuil. Et au 15e siècle, les couleurs sombres, il n'y a pas que le noir, on a tous les verts profonds, tous les bordeaux profonds vont devenir des couleurs à la mode, ainsi que les fourrures aussi de couleur noire. Pour les femmes, ça sera assez différent. Et on a voulu vraiment intégrer ce costume dans l'exposition pour montrer ces mouvements de goût aussi au 15e siècle. Et en effet, en plus, non seulement il y a le vêtement, mais il y a la parure. On voit donc cette espèce il y a le collier. Alors évidemment, c'est une reconstitution, mais il y a le collier de l'ordre de la Toison d'Or. En fait, voilà. Donc les ordres étaient très importants dans le vêtement, les colliers d'ordre, donc qui se donnaient à des personnes qu'on voulait honorer, qu'on portait, et on avait un devoir moral envers elles quand on portait ce genre de décoration. Et outre les colliers, on a souvent des broderies qui reproduisent ces motifs des colliers d'ordre sur l'ensemble des vêtements. D'ailleurs, on y est juste à côté donc du vêtement. C'est une très belle enluminure, donc c'est une enluminure de la BNF, donc où on voit Charles VI avec un vêtement brodé à la devise du lévrier du mot jamais. Donc on voit des vêtements en fait qui sont brodés aux armes et des vêtements en fait avec à la devise. Ouais. Oui, c'est quelque chose de très important depuis le début du XIVe siècle. C'est une véritable révolution dans la symbolique et dans la représentation de soi, parce que les aristocrates, les princes vont adopter année après année des devises, c'est-à-dire un emblème figuré qui peut changer de mois en mois, d'année en année. C'est pas quelque chose qui se transmet forcément. On a quand même des devises qui sont dynastiques, mais ça va permettre d'honorer. Ce sont les devises honorables, d'honorer les personnes que l'on a choisies, et aussi parfois de porter ces devises pour honorer une personne qui vient à la cour. Ouais. D'ailleurs, je crois même que sur l'image, on voit le cerf-volant dessus, avec où elle le cerf, donc avec une couronne. Voilà, donc là, sur l'iconographie, on a vraiment, on a le mot aussi, qui est la petite sentence qui peut accompagner la devise figurée, et il y en a plusieurs sur ce même vêtement. Alors ça, on parle des vêtements des aristocrates, mais enfin vous parlez évidemment des vêtements d'autres personnes, des autres groupes sociaux, et là on est juste à côté donc d'un autre panneau où en fait on voit bien, alors on dit l'habit fait le moine, mais au Moyen-Âge c'est littéralement le cas. En fait, il faut penser par exemple quand on est un ecclésiastique, ça se voit tout de suite parce qu'on a un vêtement particulier. Est-ce qu'il y a d'autres vêtements qui vont représenter, ou d'autres éléments décoratifs sur les vêtements qui vont représenter d'autres groupes sociaux? Oui, parce que le vêtement permet de faire partie d'une société,
il permet aussi d'exclure d'une société. Donc effectivement, dans cette exposition-là, on ne parle pas du vêtement ecclésiastique, c'était un choix de parler uniquement de l'aristocratie, mais c'est vrai que pour l'homme médiéval, son vêtement doit représenter ce qu'il est, ni plus ni moins. Donc il y a certaines catégories de personnes qui sont stigmatisées pour différentes raisons, notamment les personnes de confession non chrétienne, donc les juifs, qui vont très tôt porter des insignes reconnaissables. Ça peut être une petite rouelle jaune, ça peut être des petits motifs ronds mi-partis rouge, blanc, ça peut être un croissant. Pour les personnes musulmanes, on a aussi ce croissant, notamment en Espagne et au Portugal. On a aussi le chapeau qui va caractériser la personne juive. Donc c'est un chapeau qui est au départ traditionnel, mais qui, dans les terres d'empire, vont devenir une obligation. Comme les boucles d'oreilles en Italie, une femme de l'époque médiévale ne porte pas de boucle d'oreille parce que c'est stigmatisant. Donc c'est au XVIe siècle, la boucle d'oreille va devenir un bijou valorisant. Donc là, que les juifs en Italie portaient ces boucles d'oreilles. On a aussi, par exemple, des personnes aussi discriminées, comme les prostituées. Alors ville par ville, on a vraiment des règlements qui sont très différents. Donc on peut avoir, la prostituée peut porter uniquement un petit ruban sur l'épaule, elle peut être interdite de porter une coiffure, donc il faut qu'elle laisse ses cheveux lâches qui la définit comme femme de mauvaise vie. Justement, parce que ça c'est aussi important, il faut bien comprendre que les femmes mariées par exemple portent un voile. Alors, voile, ça dépend quelle époque. Ouais. La femme mariée ne montre pas ses cheveux. Ouais. Donc au départ, c'est une volonté donc, de soumission à l'homme et de soumission à Dieu. Elle se présente à l'église avec un voile cachant ses cheveux. Puis petit à petit, on voit au XIIIe siècle, on a encore des guimpes, c'est-à-dire des voiles qui vont cacher le bas du visage et qui vont envelopper la tête. Et au XIVe, ces voiles vont devenir assez minoritaires. Les veuves vont les porter, les religieuses vont les porter, et la femme civile va porter des couvre-chefs, mais plus être voilée à ce point-là. Justement, couvre-chef, est-ce qu'on peut parler du fameux hénin? Parce que là, quand on y est, on vous en parlait là, parce que évidemment, vous savez que le hénin, donc on voit ça dans tous les films, hein, cette espèce de, cette espèce de couvre-chef conique, hein, donc avec des pièces de tissu, dans de très nombreux films du Moyen-Âge, dans de très nombreuses peintures, dans des BD aussi, on les voit constamment. Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu? Parce qu'en fait, en l'occurrence, le hénin, c'est pas un hénin. Voilà, alors c'est très particulier parce que c'est un terme qui a eu son moment de gloire au XIXe siècle. Et donc le hénin, si on devait qualifier vraiment un hénin, ça ne serait pas la coiffure conique, ce serait une coiffure à cornes. Donc les cheveux sont relevés dans 2 petits cornets sur les tempes, recouverts d'un voile. Et en fait, les moralistes voulaient que les femmes soient stigmatisées lorsqu'elles portaient cette coiffure, et ils faisaient crier aux gens au diable ou hurtebelin, au hénin. En fait, c'était une injure. Ça caractérisait pas du tout une coiffure à cette époque. Et ce qui pourrait être le hénin. Donc en fait, moi je milite pour l'abandon de ce terme finalement parce qu'il a été tellement galvaudé qu'on n'arrive plus à savoir ce que c'est. Cette coiffure conique, dans les comptabilités, on l'appelle le flocard. Donc c'est une coiffure conique, souvent faite de cuir ou de carton, recouvert d'un tissu précieux qui va être brodé avec un petit voile. Et là, on parle de flocard. D'accord, ouais, d'accord. En effet, c'est pas du tout la même chose. Alors vous parlez de moraliste, c'est intéressant parce qu'il faut bien comprendre que l'Église aussi a un discours par rapport aux vêtements. Alors même vous en parlez hein, d'ailleurs, hein, on est juste à côté, je crois. C'est en l'occurrence sur un autre panneau. Donc l'Église, à partir donc du XIIe, XIIIe siècle, va développer tout un discours en disant qu'en fin de compte, autant au moment du paradis terrestre, soit dans Ève, l'homme et la femme pouvaient aller nus, mais ils ont été obligés de se vêtir après la chute. Hein, et donc le vêtement, c'est en fait un symbole de la chute. Hein, donc, symbole du péché. Symbole du péché originel. Voilà. Et donc il y a tout un discours moral par rapport à ça. Oui, il y a un discours moral par rapport effectivement à la religion, par rapport à ce qu'on doit être, ne jamais travestir ce que l'on est, donc, et surtout sa caste sociale finalement. Ça permet de faire un petit insiste sur Jeanne d'Arc évidemment.
justement, parce qu'une des grandes choses par rapport à Jeanne d'Arc, c'est qu'elle s'est vêtue en homme aussi. Donc il y a encore voilà. Le travestissement n'est pas du tout autorisé. Voilà, c'est quelque chose en fait. Voilà, on doit être un homme, on doit être une femme, on doit être un prince, on doit être un paysan. Et faut pas que le vêtement travestisse la réalité des choses. Et c'est vrai que 13e, 14e, les religieux en fait encouragent à être très soft dans son vêtement, mais les municipalités encouragent aussi à ne pas dépenser excessivement pour les vêtements. Donc on a une conjonction entre une vie sociale, une vie économique et puis une vie religieuse. Et c'est vrai qu'il y a quand même des faits très violents pour contrer l'abus en fait de vêtements. Ce sont les bûchers des vanités où sur les places publiques les prêcheurs encourageaient à venir brûler tous les jeux par exemple, mais aussi tous les colifichets et accessoires du vêtement qui n'étaient pas que le nécessaire. D'accord. Et même aussi, par exemple, Saint-Louis va faire des lois somptuaires par rapport aux vêtements, si j'ai bonne souvenance. Oui, des lois somptuaires, il y en a au niveau des royaumes et il y en a au niveau des villes. Et c'est vrai qu'il y a une telle quantité qui sont déjà bien étudiées, mais d'une ville à l'autre, on aura le droit ou pas de porter certains tissus. Par exemple, en Savoie, on a une loi somptuaire extrêmement détaillée qui met en place 39 strates différentes de la société et on a le droit de porter une robe qui va à mi-mollet, plus loin, selon qu'on est le prince, pas le prince, l'interdiction de certaines soies, certaines catégories de la société, l'interdiction de bijoux dorés ou non, selon qu'on est homme, femme ou enfant de. Et c'est à quelle époque cette loi ? 15e siècle. C'est le 5e livre des Statutas Abodiae, promulgué par Amédée VIII, qui est encore pas étudié. D'accord, ouais. Mais ça, c'est après, ça, il y a aussi toute la différence entre, on va dire, un texte normatif et la réalité, parce que voilà, il faut. Oui, d'ailleurs, dans les comptabilités des villes, on voit souvent des condamnations. Donc, les lois sont promulguées, elles sont plus ou moins respectées, et souvent, au fil du temps, on voit d'autres lois promulguées qui rappellent d'anciennes lois. Donc, et si on a de l'argent, ce n'est pas un problème. On peut transgresser parce que ce sont des amendes. D'accord. Donc on a effectivement la loi normative et une réalité qu'on a plus ou moins de mal à appréhender depuis le XXIe siècle. D'accord. Alors très rapide, il y a beaucoup de questions à se poser par rapport à ça. Moi, je voudrais qu'on parle un petit peu, parce que vous parlez aussi, parce que c'est justement ces vêtements princiers, au bout d'un moment, ils vont aussi toucher des catégories plus modestes de la population. Ça se diffuse notamment, on va dire, dans la bourgeoisie urbaine. Oui. Alors, le voyage est toujours un temps long, et la mode du Moyen-Âge est un temps long et un temps qui va être dissocié d'une couche sociale à l'autre. Donc le vêtement circule. Le vêtement princier, il va être, une fois qu'il est porté plusieurs années, va être donné. Donc les serviteurs privilégiés vont pouvoir obtenir ces vêtements qu'ils vont utiliser pour eux ou qu'ils vont utiliser aussi pour leur famille, ou même si c'est quand même des vêtements qui ont un certain prix, peuvent être vendus. Il y a un marché de l'occasion qui est très important. Il y a les legs. Un vêtement se lègue parce qu'il a une grande valeur souvent, même dans le monde paysan, on a des inventaires paysans, le vêtement circule de génération en génération et on a aussi tous les vêtements qui sont saisis et revendus au profit d'une ville selon en fait les différentes lois, si on ne paye pas ses dettes, tout ce genre de choses. Le vêtement est souvent mis en gage pour pouvoir obtenir des liquidités, même au plus haut rang. Le roi de France, le duc de Savoie mettent en gage des ceintures précieuses, mettent en gage des vêtements pour un besoin de liquidité quand ils ne sont pas chez eux, par exemple, quand ils sont en voyage. Ensuite, les vêtements sont soit revendus sur le marché de l'occasion s'ils ne peuvent pas rembourser dans le temps donné, soit la somme est remboursée et ils récupèrent le bien. Et la mode va se diffuser lentement. Par exemple, le pourpoint, 14e siècle, début du 14e siècle jusque dans les années 1375, il va être très, très aristocratique. Et petit à petit, la bourgeoisie urbaine l'adopte. Et puis, 50 ans plus tard, il va être dans le monde rural. Donc voilà, on a toute cette diffusion de la mode beaucoup plus lente qu'on la connaît aujourd'hui.
Alors, on va parler bientôt de la fabrication des vêtements, mais juste une dernière chose, parce que je sais que c'est aussi un autre préjugé par rapport au Moyen-Âge, en tout cas une image qui est fortement implantée, c'est les poulaines. Donc, c'est une espèce de grand. Alors, il y a un exemplaire de l'autre côté de la salle. Alors, je tiens à dire que c'est sur un mannequin, donc on a ces grandes poulaines en bas de culottes, on peut appeler ça des culottes? Non, c'est des chausses. Des chausses, ouais. Des chausses, ouais. Alors moi je tiens à dire, n'ayez pas peur, mais je fais quand même du 50 en pied, hein, et donc la poulaine me dépasse, le bout des poulaines, les pointes me dépassent de 15 bons centimètres tranquillement, quoi. Donc c'est assez impressionnant. Et d'où vient cette mode en plus j'ai vu même il y a une enluminure, on voit qu'ils étaient obligés certains de porter espèce de sabots, de sous-sabots en bois pour pas les. Alors la poulaine, il y a deux choses. La poulaine, c'est l'extrémité pointue de la chaussure. Là, on est sur des chausses, donc ce ne sont pas des chaussures. Elles sont semelées, c'est pour être portées en intérieur. D'accord. Donc la poulaine, elle est sur des chausses, elle est sur des chaussures. Ça peut être des bottes, des bottillons ou des petites chaussures sandales. Au XIIe siècle, on a eu une mode aussi de la chaussure pointue. Mais en fait, ça n'a pas du tout eu le retentissement que ça va avoir au XIVe et XVe siècle. La réalisation, donc ça, vers les années 1350, on commence à les voir. On les a aussi pour les femmes, il n'y a pas que les hommes. Et ce sont des chaussures... D'ailleurs, juste à côté, dans l'luminure, on voit en effet très nettement un homme et une femme en train de porter donc, ces chaussures pointues. Et pour les faire tenir, parce que le problème, il ne faut pas marcher dessus, dans les comptabilités, on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on a de la mousse, on peut avoir des rembourrages de tissu et souvent une baleine, donc qui permet de donner la forme pointue qui va se relever. Voilà, une espèce c'est un fanon de baleine, un fanon de baleine comme on a dans les corsets ou ce genre de choses. Et donc on a quelque chose qui se maintient quand même. Donc vous évoquiez les socs tout à l'heure, c'est quand on porte des choses semelées, on ne peut pas sortir avec, c'est trop fragile. Donc là effectivement on va mettre des petits sabots qui ont juste une lanière sur le dessus, soit en bois, soit en liège, qui vont permettre de marcher dans la rue. D'accord. Et ça, c'est pareil au niveau des ces espèces de. Là, par contre, en haut, c'est des culottes, hein, ça, ce qui portent. Hein. Ce sont des chausses. Des chausses, des chausses complètement. Ça va jusqu'en haut, en fait. Elles vont en fait jusqu'à mi-fesse. Mi-fesse, voilà. Donc on passe de la chausse qui va à mi-cuisse, au 14e. Le pourpoint se raccourcit. D'accord. Donc les chausses sont obligées de remonter et elles sont obligées de se joindre à l'entrejambe pour former un mini pantalon. Mais tout ça est très ajusté. Et l'élégance, c'est des choses très ajustées. D'accord. Donc, pour avoir des choses très ajustées, il faut serrer des aiguillettes, des petits liens qui sont attachés au pourpoint, on ne peut plus beaucoup bouger avec ce type de vêtements. Si on veut vraiment bouger, il faut dénouer les aiguillettes à l'arrière pour pouvoir se pencher. Donc c'est vraiment des vêtements d'apparat. C'est des vêtements d'apparat. Et quand on voit sur des enluminures du XVe siècle des vêtements paysans qui portent ce type aussi de vêtements, on les voit travailler avec des chausses largement détachées où on voit la culotte parce que cette fois-ci, on laisse tout détaché pour pouvoir faire ses travaux. Alors donc, première chose due, on va descendre. Donc, il y a une seconde salle dans l'exposition, donc qui est dans les sous-sols donc de la tour Jean sans peur. On va passer d'ailleurs juste à côté des vestiges de la base de l'enceinte de Philippe Auguste. Donc c'est assez impressionnant. On descend des escaliers. Je descends le premier et on passe une petite porte pour laquelle je vais être obligé de me baisser fortement parce qu'elle est toute petite. Enfin pour moi. Et donc là, on est dans une salle qui est consacrée en fait à la fabrication du vêtement et aux gens qui fabriquaient le vêtement. Donc là, on a un autre aspect, un aspect auquel on ne pense pas forcément, mais forcément, il y a des gens qui devaient travailler donc pour faire ces vêtements, notamment les tailleurs. Alors, est-ce qu'on a beaucoup d'informations par rapport à ces gens-là ? Alors, il y a peu de recherches actuelles, mais il y a des sources qui permettraient de faire des recherches. Moi, j'ai travaillé sur les tailleurs et les couturiers des comtes puis des ducs de Savoie, donc on arrive à voir toute une population qui évolue dans les appartements princiers, parce que les tailleries et les garde-robes jouxtent les chambres des princes. Donc c'est des personnes qui font partie à la fois du petit personnel, mais qui ont un rapport très proche avec le prince, et ça se voit dans les cadeaux qui leur sont faits. Donc ils font partie de l'hôtel du prince et travaillent à demeure. Après, on fait appel à d'autres couturiers quand il y a vraiment
des gros chantiers en route, mais on a des personnes qui connaissent les princes et qui vont aller chercher les tissus, qui connaissent les goûts, parce que ce ne sont pas simplement des tailleurs, c'est des personnes aussi qui vont choisir les autres artisans comme les pelletiers et qui du début à la fin vont livrer les pièces vestimentaires. Alors, par rapport à ces tailleurs, quels sont les matériaux qu'ils utilisent principalement? Alors après, ça dépend évidemment des catégories sociales, mais pour une cour princière, ça va être quoi? Pour une cour princière, principalement c'est la laine. La laine de très haute qualité, ce sont les laines des Flandres. On aime à cette époque des laines feutrées, donc qui ont un aspect très velouté, donc c'est quelque chose qui coûte très très cher. Ensuite apparaissent les soies. Là, quand on veut vraiment faire des vêtements d'apparat, on est sur des soies avec au 14e de nombreuses inventions techniques qui permettent d'avoir des taffetas qui arrivent d'Italie, des satins et puis ensuite les velours qui vont être vraiment des tissus très appréciés avec tout un aspect des damassés et d'autres pièces. Quand vous parlez de soie, il faut bien comprendre que le matériau brut vient extrêmement loin quand même. Oui, mais on a toute une production italienne. Ah d'accord, oui. Une production italienne, parce qu'on a effectivement 11e, 12e, 13e, les soies viennent d'Orient. On a des soies qui sont des soies orientales. L'Italie commence à produire au 13e, et là va devenir vraiment moteur au 14e siècle, et sur les territoires européens, français, bourguignons, anglais, ce sont ces soies italiennes. On a aussi des productions de soies un peu plus mineures, notamment à Paris au 13e siècle. Est en train de travailler là-dessus et pour l'instant on a les prémices de choses, on va en connaître beaucoup plus sur la soie qui ne vient pas d'Italie. D'accord. Alors il y a aussi les fourrures, c'est pareil, je pense qu'il y a toute une hiérarchie des fourrures, des animaux différents là. Donc est-ce qu'on peut en parler un tout petit peu parce que c'est un sujet assez complexe je pense. Oui, alors on a des fourrures masculines et des fourrures féminines déjà. Les femmes vont porter des fourrures plutôt claires et on va avoir l'agneau au niveau aristocratique. On a l'agneau, on a la laitisse. Pour les hommes, on va avoir des fourrures plutôt brunes, donc des agneaux noirs de très haute qualité, de la martre, des ibelines. Et on est même dans l'aristocratie, la fourrure coûte extrêmement cher. On est toujours dans l'économie, c'est-à-dire ce qui va se voir va être la fourrure la plus chère. Et s'il y a des parties qui ne se voient pas, on va utiliser des fourrures de moindre qualité. Par exemple, une production d'un vêtement pour Amédée VIII pour le passage du comté en duché en 1416, c'est un vêtement très impressionnant, l'empereur est là, et en fait il va être doublé de menus verts, c'est-à-dire de petits gris de Sibérie aménagés dos et ventre pour faire une sorte de damier, et les pourfils, c'est-à-dire les bordures de vêtements, vont être dans une fourrure de bien plus haute qualité. Donc on a toujours le paraître qui est principal. Et alors, mais pour les catégories plus modestes, par exemple aux paysans, on va plutôt être dans de la lin, des choses dans du lin, non, alors pas forcément. Le lin, on a des matériaux de lin exceptionnels qui sont des matériaux de la Champagne, qui sont utilisés en doublure de vêtements. Donc dans l'aristocratie, le lin et la soie sont des doublures. Le sandal, par exemple, qui est une soie très fine, très souple, qu'on utilise pour faire les drapeaux, vont aussi être des soies de doublure. C'est la moins chère qui existe. Le lin va être en doublure et le lin va servir au sous-vêtement. On n'a pas de vêtements de lin qui sont des vêtements de dessus. Ça, c'est quelque chose qui est très ancré en fait dans nos connaissances générales, mais en fait c'est la laine le matériau principal, une laine de mauvaise qualité. Et après, effectivement, pour le monde paysan, on n'aura pas du lin, on va avoir du chanvre et d'autres matières végétales moins travaillées. Ouais. Alors d'ailleurs, la laine, on peut en parler beaucoup parce que c'est vrai qu'en plus à partir du 13e, 14e siècle, 15e siècle, vous avez un développement phénoménal de l'élevage des moutons, l'élevage ovin. Donc une sélection des moutons qui vont donner des laines de très très haute qualité. Notamment en Espagne. Voilà. Donc, alors, une dernière chose par rapport à cette salle, alors ça je trouve ça vraiment super, cette initiative où vous avez une touche haut-tech. Voilà. Donc il y a des échantillons. Alors vous avez des échantillons où on voit pas en fait on voit pas quel est le nom du vêtement, mais on peut le toucher et on doit deviner. Donc là je prends le premier quasiment. Donc je touche. Vous entendez le bruit. Et
en fait, je dois deviner ce que c'est. Alors, je suis pas très doué, donc je ne sais pas ce que c'est. Et là, je retourne derrière, donc c'est de la soie satin. Voilà, donc, et vous avez environ, une quinzaine de vêtements qui permettent en fait de voir les différentes productions, les différents types de matériaux qui peuvent être utilisés dans les vêtements. Et là, est-ce qu'on a des vêtements, on a que des vêtements type principe ou on a des vêtements, enfin des matériaux de tout niveau social? Là, on est sur des très bonnes qualités de textile. On a de la laine. Le choix que j'ai fait, c'est de présenter de la laine, du lin et de la soie, mais présenter différents tissages et donc différentes techniques et différentes qualités. Donc, vous aviez la soie en main tout à l'heure. On est sur un satin qui est extrêmement brillant. À côté, on a une soie velours et on a un taffetas qui fait pas le même bruit. Ouais. Donc on a vraiment des textures différentes. Ici, on a une soie encore beaucoup plus fine. J'ai présenté des laines qui sont des laines de très bonne qualité, mais de différents grammages en fonction des besoins. Là, on avait par exemple une laine qui est encore produite en France ici, qui est tissée non dessuintée, c'est-à-dire qui reste une partie du suin du mouton. Elle est extrêmement imperméable, très lourde à porter aussi. Donc c'était une laine qu'on avait utilisée pour une reconstitution pour un musée. Le suin de mouton, c'est l'espèce de grain en fait que vous avez qui peut être complètement lavé ou moins lavé pour donner une texture imperméable au textile. Et on va donc de ce plus gros grammage à cette laine-là qui est quasi transparente. D'accord. Donc ça, c'est un tisserand du Sud qui fait ça. On voit vraiment les déclinaisons parfois assez incroyables entre on a la souplesse, le grain, la chaleur aussi, parce que en été on porte aussi des laines, mais c'est des laines très fines. Et les laines sont des matériaux très intéressants aussi bien pour le froid que pour la chaleur. Donc parce qu'ils permettent d'évacuer la transpiration et d'évacuer la chaleur en été. La dernière question, en fait, parce que ça on l'a pas trop vu, mais est-ce qu'on portait des vêtements en cuir au Moyen Âge? Oui. Ouais. Oui, on a des vêtements, même des vêtements civils, parce qu'on pense toujours au cuir dans le vêtement militaire. On a des pourpoints, des houppelandes, et alors on n'est pas sur, moi ce que j'ai pu remarquer, donc il y a peu d'études actuellement, le cuir de chamois. C'est quelque chose qui est intéressant parce que ça peut être teint. Donc souvent on teint les peaux de chamois avant les réalisations, et surtout on les brode. Et on a c'est très difficile dans l'iconographie d'arriver à repérer ce type de vêtements. On les trouve beaucoup dans la comptabilité. D'accord. Bah écoutez, ce sera le mot de la fin, parce qu'on a un peu dépassé le temps imparti. Hein, donc, merci en tout cas, Nadège Gaufre-Fayol, de nous avoir fait visiter cette exposition. On incite tous les auditeurs et les auditrices de Fréquence Médiévale à venir la voir. Donc, c'est donc à la Tour Jean sans peur, à Paris. Hein, on vous trouve de toute façon l'adresse directement sur le site d'Histoire et Images Médiévales. Merci beaucoup. Et rendez-vous à la prochaine expo. Si possible. Si possible. Merci.